Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Donc, bienvenue dans cet épisode où aujourd'hui, je reçois Adeline qui va nous parler de ce qu'est l'endométriose, mais également nous raconter son histoire, qui elle est, qu'est-ce que pour elle ça a été de recevoir cette nouvelle, de l'atteinte de cette maladie, et puis évidemment l'impact que ça a dans sa vie. Bonjour Adeline. Bonjour Océane. Merci beaucoup de ta présence, du fait que tu aies bien voulu être interviewée aujourd'hui, de nous raconter ton histoire. Merci à toi de me donner la parole. Avec grand plaisir. Alors, Adeline, dis-nous déjà qui tu es. Donc, je m'appelle Adeline, j'ai 34 ans et je suis atteinte d'endométriose et d'adénomiose. Donc, plus spécifiquement, le diagnostic, c'est une endométriose profonde de stade 4 avec des atteintes digestives et sur les ligaments utérosacrés, entre autres, ainsi qu'une adénomiose diffuse. Donc, ouais, c'est un diagnostic assez précis, mais que j'ai eu que depuis quelques mois, alors que je souffre de symptômes d'endométriose depuis plus de 20 ans. Donc, voilà, c'est assez nouveau pour moi de pouvoir mettre un mot sur ces douleurs et finalement de me sentir légitime d'avoir mal. Car, comme beaucoup de femmes atteintes de cette pathologie, mon parcours médical est assez chaotique. Donc, oui, voilà. Je comprends que avec cette maladie qui n'est pas nouvelle, mais qui est nouvelle en termes de médecine, ça doit être pas compliqué, mais pas simple de rentrer dans un parcours médical, d'être diagnostiqué, d'avoir des réponses aussi, je pense, à ces questions, et puis de pouvoir vivre à peu près au mieux avec cette maladie. Exactement. Ouais, non, oui, vas-y, dis-nous. Oui, c'est vrai que malheureusement, moi, je ne me suis pas sentie écoutée dans ma douleur de la part des professionnels de santé. J'ai eu des réponses du type « c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles » ou bien « c'est dans votre tête ». Donc voilà, ça rejoint malheureusement, je crois, maintenant le parcours de beaucoup de femmes par le passé. Puis j'espère que ça change gentiment. Donc grâce à ces chroniques en rose, tu y contribues. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. C'est, je pense, une histoire qui ne devrait pas être normalisée d'avoir mal quand on a ses règles. Oui, ça fait mal, mais il y a la douleur. Et la douleur, je pense qu'il y a des femmes qui souffrent trop et qui, je pense, ne devraient pas souffrir autant. Donc, c'est important de tout démocratiser et de pouvoir donner la parole à celles qui vivent tout ça au quotidien et qui veulent faire changer les choses, puisque, comme tu disais, il y a des milliers de personnes, milliers de femmes qui ne sont pas écoutées, qui ne sont pas entendues. Et je pense que ça peut être très dérangeant, autant pour elles que pour leur entourage, puisque ça doit être aussi incompréhensible pour eux de ne pas voir la maladie, de ne pas comprendre la douleur, peut-être être pas entendu par les professionnels, mais parfois ne pas être entendu aussi par son entourage qui pourrait croire que ce n'est pas réel. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as été diagnostiquée? Est-ce que ce sont des symptômes qui t'ont alerté? Est-ce que c'est plutôt un gynécologue qui t'a orienté vers ces différents parcours médicaux? Et puis également, depuis combien de temps ça dure? Oui, alors, en fait, depuis mes premières règles, donc à l'âge de 12 ans, en fait, j'ai toujours eu des douleurs menstruelles, tous les mois. Et au fil des années, ces douleurs menstruelles, elles ont rencontré des copines sur le chemin, on va dire, qui sont les infections urinaires à répétition, des maux de tête constants, une fatigue chronique, des règles hémorragiques et donc à la longue une anémie qui va péjorer encore plus la fatigue. Donc voilà, au niveau médical,
ma gynécologue, à l'époque, elle me prescrivait des pilules contraceptives et des anti-inflammatoires classiques. Donc, au niveau des pilules hormonales, j'en ai essayé plusieurs, car je ne les supportais pas bien. J'avais des effets secondaires. Et puis, pour les cystites chroniques, j'avais comme unique solution des antibiotiques. Mais bon, cela m'a amené dans un cercle vicieux, car pendant des années, j'avais environ une infection urinaire par mois. Donc, et voilà, ça devient, c'est pas bon. Et puis pour les douleurs de règles, fondamentalement, j'avais comme réponse que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles et du coup, on donne des anti-inflammatoires. Donc, ce qui fait que pendant des années, je me suis tue. J'ai appris à vivre avec mon corps et tous ces aléas, ce qui fut extrêmement fatigant et frustrant de ne pas s'en sentir écoutée, surtout que mes troubles au quotidien étaient minimisés, comme tu l'as dit. Donc, moi, c'est à ce moment-là que je me suis dirigée vers les médecines alternatives, vers la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. J'ai testé diverses thérapies pour trouver un soulagement que je n'avais pas par les médecins. Donc, ostéopathie, acupuncture, naturopathie, médecine par les ventouses, médecine chinoise, des choses comme ça. Et là, j'ai trouvé un soulagement pour mes maux de tête. Le reste, malheureusement, ça n'a pas bougé. Et c'est seulement vers l'âge de 24 ans, en 2014, que là, j'ai décidé de me former, moi, en tant que naturopathe, comme reconversion professionnelle, pour aller trouver les solutions, justement. Parce que depuis l'adolescence, je suis fascinée par le domaine de la santé et les techniques naturelles, ce qui fait que la naturopathie, ça faisait un joli mix des deux. Donc voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin toute seule. Et puis, finalement, pour avoir ce diagnostic d'endométriose, c'est seulement à l'âge de 33 ans, donc l'année passée, tout neuf, que j'ai pris mon courage à deux mains pour aller demander un deuxième avis vers un autre gynécologue. Donc, et c'est là, ça c'est allé très vite. Après, ensuite, IRM pour le diagnostic. Et comme je vous l'ai dit en début, c'est un stade assez élevé avec des conséquences assez importantes. Du coup, j'ai opté pour l'opération il y a quelques mois. Donc voilà, j'en suis là. Mais... Okay. C'est bravo à toi déjà, parce que je pense que tu n'es pas la seule, mais vivre tout ça, se battre et être tout le temps autant radieuse que toi, c'est tellement inspirant et se dire qu'on peut y arriver, on peut trouver des solutions. Donc, merci beaucoup déjà de nous avoir partagé tout ça et d'être qui tu es. Merci. Du coup, en calculant, tu as traversé plus de 20 ans d'errance médicale. Exact. Pour recevoir un diagnostic correct. Comment tu as vécu en fait cette longue période de flou et de souffrance? En fait, perdu, simplement. Sachant que dans mon entourage proche, il n'y avait personne d'autre qui vivait la même chose, je me suis dit, voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Limite, c'était ma normalité, on va dire. Mais justement, j'étais fatiguée de toute cette fatigue, des infections urinaires, de ces douleurs et des règles hémorragiques. Et vraiment, du coup, grâce à la naturopathie, puis en fait, en mettant en pratique mes études, finalement, c'est là que j'ai trouvé un soulagement. Et puis, que j'ai un peu plus découvert cette maladie. Le fait aussi, dans mes études de naturopathie, de mieux comprendre comment fonctionne le corps humain, ça m'a beaucoup aidé, en fait, à entre guillemets, supporter cette douleur qui vient tous les mois, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et puis, ça m'a donné des pistes justement pour me diriger vers l'endométriose. C'est moi qui en ai parlé au gynécologue, mon premier gynécologue. C'est moi qui ai abordé ce sujet justement. Chose que, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup de l'endométriose. Oui. Donc, je suis contente d'avoir eu ces connaissances pour me diriger vers un diagnostic. Je comprends. Je comprends pas en termes de compatie avec la douleur, tout ça, mais je comprends que c'est sûr que ça doit te faire du bien et que ça doit aussi te soulager. Donc, j'empathie beaucoup pour toi et puis pour toutes nos auditrices qui peuvent suivre cette errance médicale autant dans l'endométriose que dans d'autres maladies. Oui. Puisque l'errance médicale est, je pense, un peu partout. Du coup, donc tu nous as dit en tout début que tu avais un stade 4 la plus avancé. Comment ce diagnostic a-t-il changé ton quotidien?
comment tu as trouvé la force de continuer malgré les défis? Bon, ces stades selon lesquels on qualifie l'endométriose, c'est gentiment désuet parce que finalement, ils se rendent compte que c'est pas parce qu'on a un stade élevé qu'on a beaucoup de douleurs et vice-versa. On peut avoir un petit stade et beaucoup de douleurs. Donc, mais voilà, j'ai au moins un diagnostic. Donc voilà, je le partage. Mais du coup, c'est vrai que ça a été un soulagement d'avoir un diagnostic. Moi, je pensais pas que ça me soulagerait autant. Je vous avoue, c'est mon mari, en fait, qui m'a un peu encouragée et poussée dans le sens à avoir un diagnostic parce qu'à la base, je me disais, de toute façon, les solutions qu'on me propose, si j'ai réellement une endométriose, elles ne me conviennent pas. Donc, c'était, d'après mes renseignements, c'était chirurgie ou hormones et je voulais ni l'un ni l'autre. Et puis, c'est vrai qu'il m'a quand même encouragée à aller jusqu'au bout et au moins chercher un diagnostic. Et pour ça, je le remercie parce que c'est vrai que on sous-estime l'impact que ça fait psychologiquement d'avoir un diagnostic. Moi, ça m'a soulagée. Et étonnamment, ça m'a aussi rendue crédible d'avoir mal, crédible aussi envers mon employeur. Que oui, si j'ai mal tous les mois, c'est pas moi qui fabule. Voilà, envers l'entourage global. Ok, je comprends. Je comprends que le fait de devenir crédible, que les autres disent ah ok en fait elle faisait pas semblant, c'était pas surjouer ce qu'elle disait. C'est sûr ça doit redonner aussi foi en soi parce que à un moment donné je pense qu'on doit dire c'est pas vrai en fait je suis folle quoi. Et sur ta vie quotidienne, comment l'endométriose agit? Enfin, comment que toi, tu ressens tout ça? Comment tu peux réussir te sentir bien, à vivre, à travailler également, puis à accompagner du coup des femmes en tant que naturopathe? Oui, j'avoue que depuis que j'ai ce diagnostic, je me suis énormément, enfin même avant d'avoir le diagnostic officiel, mais je me suis énormément intéressée et renseignée sur l'endométriose, ses divers symptômes, ce qui m'a amenée à me spécialiser en fait en tant que naturopathe dans tout ce qui est la santé féminine et les troubles qui lui sont liés. Donc, bien évidemment, l'endométriose en fait pleinement partie, mais je me suis rendu compte aussi, pardon, qu'il y a toute une sphère où les femmes ne sont pas écoutées, comme par exemple le syndrome prémenstruel, le SPM, le SOPK, les syndromes des ovaires polykystiques, et aussi tout ce qui est de la période autour de la ménopause. Parce qu'en fait, du coup, moi, j'ai ouvert mon cabinet en 2019. Et depuis, j'ai rencontré beaucoup de femmes dans mes consultations qui avaient ces troubles liés à des particularités hormonales féminines et elles n'obtenaient pas de réponse ou de résultats du corps médical. La médecine, elle a souvent peu de pistes pour ces problématiques hormonales, mis à part des traitements hormonaux. Et du coup, beaucoup de femmes qui viennent me voir, elles voulaient des solutions naturelles, autres que les hormones, ou alors des solutions pour diminuer les impacts des hormones. Et ces solutions, elles existent. Et moi, en fait, de faire ce travail d'aider les femmes qui sont dans cette problématique-là, ça m'aide, moi, au quotidien, en fait, on va pas dire, c'est un peu gros de dire trouver sens à ma maladie, mais en fait, ça permet, je me sens utile parce que cette maladie, elle est chronique. On peut limiter les symptômes et du coup l'impact sur notre quotidien, mais elle serait quand même toujours là. Et du coup, moi, le fait de me spécialiser là-dedans, d'accompagner d'autres femmes et de les aider, en fait, ça m'aide à surmonter ça. Et sinon, l'autre facette, c'est d'accepter qu'on est cyclique, d'accepter son cycle, d'accepter qu'on a des variations dans le mois, dans la journée, qu'on n'est pas des robots à être 100% productifs tout le temps. Et du coup, voilà, c'est d'essayer de réaccepter sa physiologie, son corps, avec les hauts et les bas qu'on a, pour mieux vivre au quotidien. Après, moi, vu que j'ai beaucoup d'outils en naturopathie avec l'hygiène de vie, en fait, j'applique tout ça à moi-même et ça m'aide beaucoup. Super. Et merci d'avoir dit que les femmes sommes des êtres cycliques, que ce soit des personnes atteintes de maladies chroniques comme l'endométriose, de maladies telles que le cancer du sein ou le cancer de l'ovaire et de l'utérus. Nous sommes des femmes
Et nos hormones peuvent être totalement déboussolées en un instant, en un claquement de doigts. Et puis, on peut être soit dans une joie inconsidérable ou dans une tristesse complètement diverses et variées parce que on comprend pas exactement. Et le fait est que merci d'avoir dit d'accepter qui on est et de se reconnecter à ce cycle parce que, comme tu dis, c'est très important. Et je pense encore plus quand on peut ressentir des grosses douleurs comme l'endométriose. Donc, merci beaucoup de l'avoir dit. Oui, surtout que dans notre société actuelle, en fait, on est dans la surproductivité constante. On veut toujours être parfait, produire énormément. Et je pense qu'actuellement, c'est un grand travail. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un travail d'accepter en fait notre cyclicité et que, en fait, de prendre du repos quelques jours, ça va nous permettre de, quand on est en haut de la vague, de pouvoir être d'autant plus productive. Donc, il faut juste accepter, mais c'est un travail. Totalement, totalement. On nous apprend pas assez à être à l'écoute de notre corps et comme tu dis, c'est un travail. Ça se fait. Faut être patiente. Bien sûr, ça peut pas se faire en un seul mois parce que ça nous demande d'être vraiment vraiment à l'écoute de notre corps, mais beaucoup plus qu'en temps normal, quand on veut vraiment comprendre tous ces cycles qui se passent à l'intérieur de soi, à quel moment ça commence, quels sont les petits symptômes qui arrivent et qui se disent ah, là je commence à rentrer dans ma phase du SPM, ah, je vais bientôt avoir mes règles, ah, ça y est, je suis sortie. Donc c'est sûr que comme tu dis, ça demande de la patience et surtout de l'écoute et de la bienveillance aussi parce que faut être cool avec soi, quoi. Pas besoin de se prendre la tête, s'agripper, s'auto-juger, s'auto-critiquer parce qu'on n'arrive pas à écouter son corps, parce qu'on ne l'a pas fait avant, etc. Au contraire, soyez bienveillante envers vous. Oui, très important. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditrices et à moi-même, évidemment, qu'est-ce que l'endométriose implique sur le long terme? OK. Donc, la définition, enfin, grosso modo, l'endométriose, c'est une maladie chronique, inflammatoire, influencée par des hormones. Donc, ces trois choses-là, elles ont un impact en fait. Enfin, on va agir énormément avec l'hygiène de vie et les piliers de la santé sur le long terme, justement. Parce que le fait que ce soit chronique, les habitudes de vie sont un levier hyper important pour toute maladie chronique, endométriose ou autre, parce que contrairement à un rhume, qui une fois qu'il est remis en quelques jours, on ne s'en soucie plus, on passe à autre chose, la chronicité de l'endométriose implique une attention au long cours. Donc, c'est là que les habitudes quotidiennes ont toute leur importance pour déterminer quelles sont les habitudes délétères, de celles qui nous font du bien. Voilà. Donc, c'est ce concept de chronique qui est très important, qu'on ne s'en remet pas comme ça. Et il y a également le côté inflammatoire de la maladie, qui là encore, l'hygiène de vie, les habitudes au quotidien, le long cours, fait des merveilles si on veut agir sur en même temps limiter les actions pro-inflammatoires et favoriser ce qui est anti-inflammatoire, que ce soit par l'alimentation, la gestion du stress ou autre. Donc voilà, le côté inflammatoire est aussi important dans le concept du fait que c'est au long cours. On ne s'en remet pas non plus en quelques heures. Et puis le dernier point de la maladie, c'est le côté hormonal. Donc, c'est pas avec des actions à court terme qu'on agit réellement sur le système endocrinien, donc les hormones. C'est vraiment des choses qu'on va répéter, que ça va prendre du temps, que là, on pourra avoir un impact sur les hormones et leur influence sur la santé. Donc, c'est pour ça que l'endométriose, comme d'autres maladies, mais particulièrement l'endométriose, il est important de voir sur le long terme et dans la chronicité des choses. Ok, d'accord. Et est-ce que tu dirais que cette maladie, elle affecte autant le corps que l'esprit, que l'âme? Oui, oh oui. De toute façon, c'est extrêmement lié, mais c'est vrai qu'il agit sur le corps, bien évidemment, avec les douleurs et tous les symptômes divers qu'on peut ressentir. Mais tout ça, à la longue, ça use énormément l'esprit, l'âme, comme tu dis.
c'est que ça use. Il y a une fatigue, il y a de la douleur, il y a de l'incompréhension, il y a une frustration, il y a de la colère, il y a énormément d'émotions qui viennent affecter le psychisme. D'où le fait que en fait, c'est un pilier énormément important, tout le psychisme dans l'endométriose, c'est d'en prendre soin, de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, avec qui on s'entoure, nos relations sociales, c'est extrêmement important. D'ailleurs, dans ma pratique de la naturopathie, chacun est différent, mais moi, je vous ai parlé j'ai parlé des piliers de la santé, au nombre de 8, selon moi, bon, il y a plein de... Mais dans cela, il y a bien évidemment les relations sociales qui ont un impact énorme. Donc, de s'entourer des bonnes personnes, d'essayer de se débarrasser des relations toxiques, aussi de trouver des rituels pour soi, prendre soin de soi, savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, comment on arrive à se ressourcer. Mais oui, je dirais que pour répondre à ta question, ça a autant un impact physique qu'émotionnel. C'est très intéressant ce que tu dis, en tout cas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'action, le fait de ne pas parler de ses émotions, de ce qu'on peut ressentir, ou encore de rester en contact avec des personnes, même si on a l'impression que c'est des personnes toxiques, on ne peut pas les enlever de notre entourage. C'est très intéressant parce que on favorise en fait tout ça, le fait de toujours être en action, de ne pas se reposer, de ne pas s'écouter. Et il faut savoir aussi que ça, c'était bien avant, il y a 90 ans. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère et l'écoute de soi, l'amour de soi, être bienveillant envers soi, se choisir soi-même, ça peut avoir des effets tellement positifs, je pense, autant sur son esprit que sur son corps, puisque malgré tout, une fois que notre esprit est en paix, on peut favoriser plus notre corps et du coup, il peut se sentir beaucoup plus en paix, être moins focalisé sur je dois remplir un dossier, rendre mon dossier avant minuit, donc il faut que je charbonne, mais j'ai trop mal, je ne peux pas m'arrêter, mais il faut quand même que je m'arrête. Et je pense que quand l'esprit il est sain, le corps peut arriver à se concentrer sur autre chose que justement être focalisé totalement tout dans le cerveau, quoi. Exactement. On a envie d'être des Wonder Woman, si on veut bien. Gérer à 100% le travail, à la maison, avec les enfants, avec le conjoint, nos loisirs, le sport, il faut être efficace et tout. Et en fait, je pense que moi-même, j'ai été là-dedans pendant des années, à vouloir tout faire parfaitement, accumuler mon travail de tous les jours et ma reconversion professionnelle, plein de choses. Et ça a énormément péjoré mes symptômes. Donc, c'est extrêmement important de savoir avoir un équilibre, en fait, et de savoir, comme tu disais au début, décrypter les petits symptômes, enfin les petits signes avant-coureurs avant que ce soit trop tard, de finalement se connaître, savoir comment est-ce qu'on fonctionne, qu'est-ce qui nous fait du bien ou non, pour anticiper. Mais c'est vrai que dans l'endométriose, quand on a ce rythme à 100 à l'heure et que les choses s'accélèrent, après, on a indéniablement une explosion des douleurs, des symptômes. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Plus on a mal après, on s'en veut parce qu'on est obligé d'avoir une période de repos, de répit. Et du coup, après, on charbonne encore plus pour donner et c'est extrêmement difficile. Donc pour ça, il faut déjà s'en rendre compte. C'est le premier point. S'en rendre compte de notre fonctionnement, de se rendre compte que quand on va à 100 à l'heure, ça nous fait du mal, que finalement, accepter qu'on peut être plus tranquille. Et voilà, ça, c'est vrai que c'est un travail que je fais en fait avec mes patientes parce que c'est très, très, très important. Évidemment, et tu as totalement raison. Donc, du coup, pour revenir à ce que tu disais, je trouve que le travail que tu fais avec tes clientes, c'est vraiment extraordinaire parce que aujourd'hui, on peut rentrer dans un parcours médical et ne pas du tout, être diagnostiqué et pourtant ne pas être comprise et ne pas être écoutée par les médecins parce que eux-mêmes, en fait, ne le savent pas, n'ont pas les réponses parce que
l'endométriose est une maladie toute nouvelle, malgré que de plus en plus on en parle, de plus en plus il y a des recherches, des potentiels traitements, des opérations, etc. Mais les médecins, en fait, n'ont toujours pas de vraies solutions. Et je pense que dans chaque maladie, ils n'ont pas vraiment de réelles solutions. Pour eux, c'est de la médecine, c'est de la chimie, c'est du corps. Et ils ne pensent pas au reste, en fait. Donc, comme tu disais, les thérapies complémentaires, telles que la naturopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture, etc., c'est vraiment des thérapies qui devraient être beaucoup plus favorisées dans le parcours médical, qui devraient être beaucoup plus démocratisées et permettre aussi à des personnes de pouvoir y avoir accès beaucoup plus librement. Et surtout, en fait, dire que toutes ces thérapies ne sont pas des arnaques, ne sont pas des choses juste dans notre tête et que ça fonctionne vraiment. Et aujourd'hui, tu en es la preuve puisque après, donc, être rentré dans ce parcours de formation pour devenir naturopathe, déjà pour toi et ensuite pour tes clientes, tu montres que voilà, ça les aide, que tu leur permets de pouvoir soutenir au mieux la douleur, aussi de changer ce qui leur convient pas, puisque un aliment qui va très bien à une dame pourrait très bien ne pas du tout aller à une autre, parce que le corps est totalement différent et qu'il réagit totalement différemment à la maladie, aux aliments, à une hygiène peut-être trop stricte, pas assez. Donc, merci beaucoup de faire tout ça déjà pour elle et merci de nous l'avoir dit aujourd'hui. Avec plaisir, mais c'est vrai, je rebondis sur ce que tu as dit. Donc, dans le parcours médical, moi, j'ai été opérée au final avec un spécialiste, un gynécologue chirurgien magnifique. J'ai été écoutée, entendue, c'était génial. Il m'a fait une super opération, mais il n'y a rien derrière. En fait, il n'y a pas, j'ai demandé, mais avec mon alimentation, des choses, non, il n'y a pas vraiment de travail derrière. Et c'est là que, du coup, moi, vraiment, j'ai développé, en fait, ma manière de voir la naturopathie. Je l'ai encore plus ciblée pour les femmes atteintes d'endométriose. Parce que du coup, moi, je me concentre sur les piliers de la santé. Comme je vous ai dit, c'est l'alimentation, bien évidemment. L'hydratation, qui a un impact bien plus grand que celui qu'on peut imaginer. Le sommeil et le repos, parce que faut savoir appuyer sur la pédale des freins tout autant que la pédale des gaz. Hein. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Surtout dans notre ère de productivité, comme on en a parlé, il faut savoir mettre la pédale des freins, pardon. Et ensuite, il y a également le mouvement, mais pas forcément une activité sportive, mais une activité physique. Se mettre en mouvement. Dans l'endométriose, c'est un facteur clé. On pourrait se dire, on n'a pas envie de bouger quand on a mal et autres, mais en fait, ne serait-ce qu'une marche. Et ça, comme habitude, tous les jours. Donc, le mouvement est primordial. On en a parlé, la gestion du stress et des émotions, ça, c'est un grand, grand, grand pilier également. Et puis, la respiration. Parce que oui, on respire de manière autonome, mais on l'oublie souvent, l'oxygène est notre premier carburant. Et l'impact d'une bonne ou d'une mauvaise respiration sur la santé, elle est conséquente. Et ensuite, l'avant-dernier pilier que moi j'ai, c'est le contact avec la nature. C'est un point souvent mis de côté ou bien vu un petit peu hippie. Pourtant, s'exposer à la lumière du soleil, aller marcher en nature ou bien écouter le chant des oiseaux, eh bien, ça, c'est pas anodin sur notre santé. Et puis même maintenant, il y a des études scientifiques qui commencent à sortir pour démontrer ce point. Mais l'impact est inimaginable. Et le tout dernier pilier, comme on a dit, c'est les relations sociales, car nos fréquentations, elles agissent sur notre santé. Donc voilà, dit comme ça peut paraître tout bête, ces piliers de la santé. Puis oui, finalement, c'est pas compliqué, mais c'est pas pour autant que c'est facile. Exactement. Voilà, on se laisse vite emporter dans notre train-train quotidien avec des habitudes qui ne sont pas forcément bénéfiques. Mais du coup, voilà, ça, je pense que c'est des facteurs clés dans l'endométriose et autres pathologies de santé. Hein. Mais là, on peut vraiment agir et faire de très belles améliorations. Ok, déjà merci de nous avoir partagé ces 8 piliers. Et juste pour information, petite parenthèse, je confirme ce que Adeline vient de dire par rapport à la nature.
ça a un effet considérable sur son bien-être, sur son corps, sur son esprit. J'adore la nature. Et quand je sais que je commence à être un peu trop en stress, tendue, et pourtant je n'ai pas de maladie chronique, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact à ce moment-là, mais je sais que quand je commence à être trop stressée, trop anxieuse, un peu trop en colère, un peu trop dans l'esprit et pas assez dans mon corps, je sais qu'il me manque en fait cette connexion à la nature. Et il ne faut pas oublier que à la base des bases, nos premiers hommes vivaient dans la nature. Ils vivaient avec la nature, pas contre la nature. Donc, quand on voit que eux, ils ont pu se nourrir pendant des semaines et des mois de ce qu'il y avait dans la nature parce que ils avaient que ça, mais qu'ils ont pu rester en vie, qu'ils ont pu se nourrir correctement, bah, on peut voir que nous, on est déconnectés de ce monde-là et pourtant, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Et cette déconnexion, je pense qu'elle amène beaucoup de déséquilibres et de troubles de santé. On ne va pas aller jusqu'à une pathologie, mais de troubles. Ça, je pense que il y a une grande responsabilité là-dedans. Donc, je te rejoins tout à fait. Je pense aussi, en effet. Qu'est-ce que tu voudrais partager comme message aux femmes qui aujourd'hui se battent encore pour obtenir un diagnostic ou pour être prises au sérieux par des professionnels de santé? Eh bien, je leur dirais, prenez votre courage à 2 mains et allez demander un 2e avis, 3e avis, 4e avis. Allez demander ailleurs. Moi, pendant beaucoup trop longtemps, j'ai fait la petite fille sage qui reste chez les mêmes médecins, qui dit oui, oui. Et franchement, c'est le conseil que j'ai, c'est allez demander à quelqu'un d'autre parce que le médecin que vous avez, c'est peut-être pas celui qui vous convient. Il est humain avant tout, il n'a pas la science infuse. Ça vaut la peine d'aller le chercher ailleurs si ça ne vous convient pas. C'est vraiment ça le message que j'ai, c'est ne pas baisser les bras, continuer. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, allez voir plus loin. Merci, merci. Et juste pour appuyer ce que Adeline vient de dire, c'est votre vie, c'est votre corps, c'est votre santé. Et vous aurez beau avoir un médecin qui vous dit non, c'est dans votre tête. Si vous êtes sûr et que vous voulez être sûr surtout et que vous voulez vous apporter du bien, arrêtez de faire cette petite fille sage et allez demander l'avis d'un 2e médecin parce que vous avez le droit de voir quelqu'un d'autre. Vous avez le droit d'avoir des vraies réponses et vous avez le droit d'être écouté. Et comme disait Aline, c'est pas parce qu'un médecin ne vous écoute pas qu'il n'est pas bien, c'est simplement que actuellement il ne vous convient pas. Merci. Que dirais-tu aux femmes qui aujourd'hui peuvent se sentir seules ou incomprises à cause de l'endométriose? Comment elles peuvent trouver un soutien, alors peut-être pas médical, mais du moins émotionnel? Eh bien, l'avantage de notre ère ultra connectée, c'est que maintenant, il y a énormément de moyens de connexion. Que ce soit, il y a plein d'associations d'endométriose qui commencent à se développer, ou alors des cercles de femmes en ligne, ou bien même sur des groupes Facebook ou autres. Enfin, il y a des moyens de connecter et du coup, en fait, ça décharge énormément la parole, de discuter, d'échanger, de voir que on n'est pas seul. Ou même si vous êtes timide, vous pouvez rejoindre un groupe, ne pas parler, mais quand on lit les messages des autres, on s'y retrouve et en fait, ça fait énormément de bien de se sentir en fait, pas seul. Je suis totalement d'accord avec toi. Et si aujourd'hui tu nous écoutes et que tu n'as pas forcément l'endométriose, mais que tu peux être atteint d'une autre maladie ou alors juste tu écoutes par pure curiosité, sache que tout ce soutien émotionnel, il existe partout et pour tout. Donc, n'hésitez pas parce que n'hésite vraiment pas à aller parler avec des autres femmes. Peut-être juste déjà intégrer un groupe, même si tu ne parles pas. Voir que d'autres personnes vivent ce que toi tu vis, déjà, ça te dit je ne suis pas seule. Et ensuite, potentiellement, commence à créer du lien avec 2 ou 3 personnes de ces groupes-là. Parce que souvent, notre famille, notre entourage, ils ne comprennent pas ce qu'on peut vivre. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas dans ce schéma-là. Par exemple, toi, Adeline, tu as eu ton compagnon qui t'a soutenu, qui t'a poussé. Et je pense que c'est du fait qu'il ne voulait pas te voir souffrir et puis que tu puisses avoir des solutions
que tu arrêtes de souffrir. Mais potentiellement, tu as eu des autres personnes autour de toi qui te disaient bah, c'est dans ta tête en fait. C'est normal d'avoir mal parce que à l'époque, ben, déjà les règles étaient mal vues. Une fois qu'ils ont été à peu près bien vus, ben, on n'en parlait quand même pas trop. Je suis un peu moins âgée que toi et pourtant, moi, quand j'ai eu mes règles, c'était la honte. Imagine, j'ai une tache de sang. Imagine, j'ai mes règles en cours. Imagine, j'ai pas pris de serviette. Oh, mais quelle catastrophe! Et pourtant, c'est normal, c'est la nature. Donc, c'est normal de vouloir du soutien et souvent, notre entourage ne peut pas nous l'apporter parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on vit. Donc, pour parler à des personnes qui vivent ce qu'on vit, qui traversent ce qu'on vit, ça donne tout de suite beaucoup plus de soutien émotionnel et on se sent tout de suite plus compris et on arrive à mieux gérer toutes ces émotions qui peuvent nous submerger, aussi potentiellement la douleur puisqu'elles peuvent aussi donner des conseils et puis qui sait, avoir de nouvelles amies dans son cercle, c'est toujours bénéfique. Tout à fait, très bien dit. Merci. Alors, je dirais, dernière question. En regardant donc en arrière sur ton parcours, quelles leçons as-tu pu tirer de ton expérience avec l'endométriose? Donc, c'est une très bonne question, chose que j'ai rarement fait comme ça, de me faire un retour en arrière. Du coup, ça me rend émotionnelle parce que je pense que j'ai une grande fierté finalement de la femme que j'ai été tout au long du parcours, du courage qu'il a fallu pour se battre, de la résilience aussi. Donc, ça me fait plaisir que tu me poses la question parce que du coup, ça me permet de me faire une petite introspection qui fait beaucoup de bien. Donc, voilà, beaucoup de fierté. Je réalise le courage que j'ai eu, la résilience et puis toutes des belles armes pour continuer mon parcours. Et tu le mérites, et tu es une femme tellement solaire. Et je me souviens, au début, quand on s'est contacté, tu m'as dit bah, je ne sais pas vraiment si j'ai une grande histoire à raconter. Et merci, parce que tu dis que ton histoire, elle n'est pas ouf, et pourtant, elle va impacter des dizaines de personnes, et elles vont, je suis sûre, se sentir honorées que tu aies partagé avec nous tout ça, parce que je sais que c'est pas facile. Je sais que ça peut être dur, même si on l'a accepté, même si on le vit avec, même si on trouve des solutions. Ben, je pense que malgré tout, le quotidien peut être parfois pénible et parfois on voudrait que tout ça s'arrête. Mais toi, tu restes là avec ton sourire. Donc, pour les personnes qui écoutent le podcast, je vous invite vraiment à aller juste jeter un coup d'œil à la vidéo et vous verrez que Adeline est vraiment une personne très solaire. Donc, merci beaucoup. Et j'ai une question, une toute dernière question. Quel espoir peux-tu nourrir, toi, pour l'avenir des femmes qui vivent avec cette maladie? Qu'est-ce que tu aimerais que il se passe dans l'avenir pour justement aider ces femmes? Idéalement, une solution qui permette de diminuer toutes ces douleurs, quelles qu'elles soient. Je sais qu'il y a un peu des recherches qui se font maintenant au vu de la grande médiatisation de la maladie dernièrement. Donc voilà, peut-être une solution qui aidera beaucoup de femmes. Et sinon, qu'on continue d'en parler, pas que ce soit juste comme ça un flash médiatique une fois et puis que ça éveille les consciences, mais que ça reste quand même dans l'esprit des gens, que ça existe, qu'il y a la moitié de la population mondiale qui est une femme, qui a ses règles, et il y a une partie de celles-là qui en subissent de lourdes conséquences. Donc juste que ce soit conscientisé globalement. Merci, merci beaucoup. Et comme tu dis, c'est pour ça aussi que j'ai voulu parler de l'endométriose malgré qu'on soit au mois d'octobre, puisque ce n'est pas une journée mondiale dans l'année, l'endométriose. C'est pas, tiens, aujourd'hui, il n'existe plus. Non, non, non. Il y a des femmes qui vivent avec 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, comme tu dis, ce serait bien que tout ça soit conscientisé dans l'esprit collectif et que se dire oui, en effet, c'est là, ça existe et
plus on en parlera et plus je pense qu'il y aura des préventions de fait, des diagnostics de fait. Et puis surtout, les femmes auront aussi la possibilité, même si potentiellement les différents diagnostics disent que ce n'est pas de l'endométriose, peut-être de découvrir autre chose. Et ça, c'est très important. Donc, merci pour ces derniers mots. En tout cas, vous pourrez retrouver Adeline donc, via son Instagram, que je vous mettrai juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez prendre rendez-vous avec elle, aller parler avec elle, n'hésitez pas. Elle est adorable et elle vous recevra avec beaucoup de bienveillance. Et si Adeline, tu as un dernier mot de la fin, je t'en prie. Merci beaucoup, Océane, pour m'avoir donné la parole et surtout pour faire ces chroniques en rose, mettre en avant toutes ces pathologies, puis les aléas que ça peut indiquer, enfin donner. Donc, merci à toi de mettre ça en avant. Mais merci à toi d'être là et de nous avoir tout partagé. En tout cas, je suis aux anges d'avoir fait cette interview. Excusez-moi, je suis vraiment très contente de l'avoir fait avec toi et d'avoir pu réécouter du coup ton histoire, parce que je suis privilégiée dans l'histoire. Moi, j'écoute 2 fois les histoires et ça me met toujours beaucoup d'amour dans mon cœur et de bienveillance envers toutes ces femmes qui font ça avec moi dans Chronique en Rose. Merci à toi. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode et surtout, en attendant, partagez-le. Permettez vraiment à des milliers de femmes de pouvoir écouter ces belles paroles, de pouvoir écouter ces conseils et puis potentiellement de pouvoir aussi aller voir Adeline pour discuter de peut-être ce que vous êtes en train de traverser et potentiellement trouver des solutions avec elle. Au revoir Adeline. Au revoir, Océane.